Bonjour à tous. Alors, quand on parle cyber, bien souvent, dans l'imaginaire collectif, voilà à quoi les gens pensent. Alors, très clairement, je ne porte pas de sweat à capuche. Pas tous les jours, en tout cas, j'en ai pas à la maison et mon bureau ne ressemble absolument pas à ça. Et la cyber, c'est pas que technique, c'est pas que des mots compliqués. Et donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, effectivement, comme il vient d'être dit, en fait, ça va bientôt faire 20 ans que je travaille dans le diagnostic vétérinaire à différentes fonctions. Beaucoup de choses différentes. Et en fait, ce que j'ai vu sur les 2 décennies, en fait, c'est l'importance des données. Les données industrielles, les données de R&D, tout ce qui va servir aussi à déposer des brevets. Et en fait, j'ai vu cette évolution et j'ai voulu vraiment m'investir en fait dans le côté de la sécurisation de ces données. Et en fait, j'ai repris mes études pour me former tout simplement à cybersécurité. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Annick. Et en fait, le sujet d'étude, il fallait trouver un sujet qui n'avait jamais été couvert. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à joindre, on va dire, les 2 métiers, la cyber et le diagnostic vétérinaire. Et donc, j'ai travaillé sur les données de santé des animaux d'élevage face aux risques cyber. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une donnée de santé animale? Donc, je pense que vous êtes un public averti. Donc, je ne vais pas passer... je vais pas tout dire, mais c'est tout ce qui est lié en fait aux tests qui permettent de transformer le lait ou la viande, mais aussi tout le suivi sanitaire des animaux qui peuvent être nécessaires en élevage, avec beaucoup d'utilisations différentes. Et aujourd'hui, alors, premier point ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, on va parler de big data, parce que tous les jours en France, la quantité de données qui est produite, que ce soit pour le lait ou pour l'industrie de la viande, c'est des milliers et des milliers de data que l'on génère. Alors, le schéma qui arrive après... Comme vous pouvez le voir, la spécificité en fait qu'il y a dans ce secteur, c'est que la donnée elle est produite et transformée, on va dire valorisée par le laboratoire d'analyse. Mais en fait, il y a beaucoup d'intervenants qui en ont besoin et ils n'ont pas tous besoin de la même. Donc on va retrouver les vétérinaires, on va retrouver effectivement les éleveurs, les conseillers en élevage, les GDS pour les maladies économiques. On a l'État aussi à travers la DGAL pour tout ce qui va être zoonose. Donc en fait, il y a beaucoup de monde. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même donnée, tout le monde n'a pas besoin de tout recevoir. Donc, en fait, on va la splitter, la copier, la coller, se l'envoyer. Donc, en fait, il y a énormément de data qui est répétée. Alors, j'ai entendu depuis hier, on parle beaucoup l'aspect éco-responsable, RSE, etc. Alors là, typiquement, on n'y est pas, puisqu'en fait, voilà, on s'amuse à répéter l'information. Donc, cette donnée-là, ce qu'il faut voir, il y a 2 choses importantes à retenir. Donc, elle voyage. Alors, quand elle voyage, la donnée, ce n'est pas du tout le même principe de sécurisation que lorsqu'elle est statique dans votre SI. Alors, je vais vous prendre l'exemple de la Joconde. Pourquoi la Joconde ne sort pas du Louvre? Parce que quand elle est au Louvre, elle est protégée. Si on s'amusait à la transférer, je ne sais pas, à New York ou à un autre musée, on prendrait un risque. La data, il faut la penser pareil. Quand elle est dans votre système, vous avez une manière, vous pouvez la protéger. Dès lors que vous essayez de la faire sortir et de la partager à d'autres, vous devez considérer la sécurisation de cette partie-là du chemin. Et l'autre chose aussi qu'on voit, c'est la multiplicité des outils et qui ne sont pas interopérables. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, Calypso, sans doute, que vous connaissez, mais il y a aussi les différents LIMS, la BDANI, etc. C'est très nombreux et ce n'est pas interopérable. Et ça pose des soucis, on va revenir dessus juste après. Alors les enjeux de ces données, pour bien comprendre les menaces, il faut vraiment comprendre à quoi servent ces données et pourquoi elles sont importantes. Alors je crois que la partie sanitaire, vous en êtes tous convaincus, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, sur la partie stratégique, il faut savoir que l'État français, notre statut sanitaire qui nous permet de participer aux échanges mondiaux, en fait, est issu de ces résultats. On va regarder les maladies qui sont sur le territoire français, c'est ce qui nous donne notre capacité à échanger avec les autres ou pas. On a une certaine réputation à tenir. Est-ce qu'on est capable de savoir ce qu'il y a sur notre territoire? Et lorsqu'il y a une épizootie, est-ce qu'on est capable de l'endiguer, de la maîtriser? Et puis évidemment, la souveraineté alimentaire, il ne faut pas oublier, que tout ce secteur a vocation à nous nourrir. En termes économiques, alors si on prend l'ensemble de la filière, c'est-à-dire que là, pour être très clair, je vais prendre de l'éleveur jusqu'à l'agroalimentaire. Donc toute cette chaîne-là, en fait, aujourd'hui, ce sont des acteurs majeurs de l'économie française. Il y a aussi une partie des résultats, en fait, qui va servir à indexer les prix de vente. Par exemple, les cuves de lait par rapport à la qualité du lait qui a été récolté. Ça peut être aussi sur les animaux, la masse musculaire, les choses comme ça. Donc on a besoin de ces données-là pour ça. Et il y a aussi l'impact économique des maladies. Quand on trouve effectivement des maladies dans un élevage, c'est un impact pour l'éleveur. Et alors un dernier point qui n'est pas forcément le plus évident quand on pense données de santé animale, mais qui pourtant est capital, c'est tout ce qui est politique et géopolitique. Alors on le voit, puisque là, avec le conflit notamment ukrainien, on l'a vu dans certaines parties, les conflits internationaux ont un impact sur les filières.
Aujourd'hui, c'est un secteur qui est mondialisé, il faut bien le comprendre, et toute notre capacité à participer aux échanges mondiaux est liée à notre capacité à gérer ce qui se passe sur notre territoire. C'est un secteur qui est politique et politisé, et en fait, parce qu'on parle derrière de souveraineté. Je pense que depuis 2 ans, avec notamment les mouvements des agriculteurs, aussi un petit peu lié aussi à ce qui s'est passé en termes de la guerre Ukraine-Russie, ces sujets-là sont beaucoup revenus sur le tapis, et en fait, ces données, elles servent tous ces enjeux-là. Alors, une fois qu'on a compris un petit peu pourquoi ces données sont importantes, les menaces auxquelles le secteur est confronté. Alors, la première, celle-ci, c'est du basique. Dès lors que vous êtes dans une société, vous avez de la donnée, le ransomware. Alors, il faut savoir que des fois, les hackers ne savent même pas ce que vous faites. Vous êtes une clinique, un labo ou le garagiste du coin, il voit une porte ouverte dans votre système, il rentre. Là, le but, c'est tout simplement vous faire payer une petite rançon et obtenir de l'argent. Ça, c'est n'importe quelle activité, n'importe quel secteur, c'est pas spécifique. Ce qu'il devient, en fait, c'est tout ce qui est l'ordre de la déstabilisation de l'espionnage. Alors là, ça va servir des enjeux géopolitiques et industriels. Donc il faut comprendre qu'il y a des entreprises concurrentes ou des États concurrents des nôtres qui n'ont aucun intérêt à ce que la France soit souveraine, ou alors le fait qu'on n'importe pas forcément leurs produits. Et donc, en fait, ça, c'est élevé au rang de culture dans certains autres pays, où en fait on va être sur de la collecte d'informations, de l'espionnage. Il faut bien comprendre qu'il y a des États ou des structures concurrentes qui ont intérêt à savoir ce qui se passe dans nos élevages en France. Où sont nos cheptels, dans quel état ils sont, quels sont les mouvements, à qui on vend, etc. On peut savoir beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas la science-fiction. On peut dire, oh là là, ça a l'air... vous seriez étonné de savoir le nombre d'entreprises aujourd'hui en France qui découvrent qu'il y a des agents dormants dans leur système. Alors là, contrairement au ransomware, où le but, c'est de vous montrer qu'ils sont là et vous demander de l'argent, là, l'objectif, très clairement, on va être sur du temps long. C'est des gens qui ont du temps et de l'argent. Ils veulent juste savoir ce qu'il y a dans votre système. Et leur but, c'est de ne pas être vus, en fait. Donc, c'est du dormant. Et ça, c'est un autre aspect sur lequel il faut être assez attentif. Alors, l'autre, quand j'ai réalisé beaucoup d'échanges dans le cadre de mes travaux, c'est quelque chose qui est systématiquement venu dans les discussions. C'est un secteur qui est déjà énormément soumis à l'activisme, on va dire, classique. Et en fait, il y a un mouvement qui est global, sur tous les mouvements activistes aujourd'hui qui passent du côté du net, donc l'activisme avec hack, contraction de hacking et d'activisme. Alors, l'avantage, c'est que, contrairement à quand vous faites une action physique, il faut que vous pouvez vous faire attraper, vous pouvez finir en garde à vue, un casier judiciaire, etc. Quand vous êtes caché derrière votre ordinateur, il faut qu'on vous trouve. Si vous avez été un peu malin, on va avoir des difficultés à vous trouver. Et là, ce qui est très intéressant, si ces sujets vous intéressent, il y a l'École de guerre économique qui a fait des très bons articles sur le financement et en fait les sources de l'activisme, notamment dans votre secteur, qui est très intéressant à regarder. Et là, en fait, ça se rejoint avec la déstabilisation, puisqu'en fait, le but, souvent, c'est d'utiliser la désinformation. Alors, la désinformation, je pense que vous commencez à être un petit peu habitué à ces sujets. Ce sont des mécanismes qui peuvent être assez difficiles à endiguer, et quand vous êtes victime d'une campagne, le temps de prouver votre bonne foi, ça peut être compliqué. Et alors, le dernier, qui est peut-être un petit peu moins connu, alors c'est ce qu'on appelle les attaques sur la supply chain. Donc là, l'objectif, en fait, on va cibler l'ensemble de la valeur. Donc là, concrètement, dans votre cas, en bout de chaîne, on a l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, aujourd'hui, c'est tous les jours, ils sont attaqués, des choses assez importantes. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que mondialement parlant, il y a des très grosses structures alimentaires qui ont payé des ransomware en millions de dollars. Donc, ce qui fait que, ils se sont dit, si ça paye à droite, on va essayer à gauche. Donc, en fait, typiquement, l'agroalimentaire, aujourd'hui, ils se préparent. Eux, ils se sont bien, une ceinture bretelle côté sécurité chez eux. Et le hacker est un petit peu flemmard. Il ne va pas s'amuser à essayer de rentrer dans le château fort. Et en fait, ils vont aller par capillarité. C'est-à-dire, on dire finalement, la donnée par où elle rentre, par où elle sort, on va regarder les maillons faibles et on va utiliser le maillon faible pour aller attaquer le maillon fort. Donc là, vous pouvez être attaqué non pas qu'en entité, c'est pas à vous qu'on en veut, mais si vous vous souvenez du graphique que je vous ai montré juste avant, on partage la donnée. Il suffit de prendre une structure qui est peut-être en amont, qui n'est pas si bien protégée que ça, c'est facile de rentrer. On va se mettre, et là c'est pareil, c'est du dormant. Leur objectif, c'est pas que vous les voyez faire. Et en fait, vous allez être le vecteur de l'attaque du prochain. Et ça peut vous arriver sans vous en rendre compte. Alors ça, c'est pas la fiction, c'est pareil, il y a des cas extrêmement connus. Aux États-Unis, le plus gros cas où ils n'ont pas retrouvé les hackers d'ailleurs, si vous tapez Fazio dans Google, c'est une société qui à la base fait les climatisations. Et en fait, malgré eux, ils ont été le vecteur d'une des plus grosses cyberattaques aux États-Unis ces dernières années. Donc, ce sont des choses dont il faut avoir conscience.
Alors, au niveau des risques, donc là, j'ai utilisé un cadre cyber donc, qui s'appelle le DICT. Donc, on va regarder en fait les impacts ou en tout cas les risques que vous pouvez avoir sur la dispo, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de vos données. Alors, le comment et qu'est-ce que ça engendre? Alors, la disponibilité, souvent, alors, il y a un terme, c'est déni de service, on dit DDoS. J'ai vu beaucoup d'applications aujourd'hui que vous vendez à vos interfaces clients. C'est en fait, on va saturer volontairement votre interface, votre CRM, et en fait, vos clients n'auront plus accès. Ça, c'est un des exemples. Ou alors, le chiffrement dans le cas du ransomware. Alors là, ce qui est embêtant, c'est que vous ne travaillez plus, vous n'avez plus de chiffre d'affaires, ça ne tourne plus. Dans le cas des laboratoires vétérinaires, les échantillons, par exemple, si vous ne pouvez pas les traiter, ils ont une péremption, en fait. À un moment donné, il faut arriver à les conserver. Et puis, en termes de réputation, c'est pas terrible. Alors, l'intégrité, pour être honnête, c'est le point pourquoi j'ai fait, en fait, mes recherches. Et là, l'intégrité, aujourd'hui, clairement, on parle de faux positifs et de faux négatifs. C'est-à-dire, si quelqu'un pénètre dans le système et est capable d'aller créer un faux positif ou un faux négatif, notamment sur les zoonoses, quel peut être l'impact derrière? Donc là, on va avoir une transformation du résultat. Donc, en termes sanitaires, on va pouvoir retarder soit une prise en charge ou alors, à contrario, aller sur de l'abattage ou des choses comme ça qui n'étaient pas nécessaires. En termes de réputation du pays, il faut comprendre que sur certaines maladies, on doit rapporter les cas positifs à l'OMSA. Donc, si vous rapportez des cas positifs et qu'après vérification, ce n'était pas le cas, c'est moyen. Et en fait, ce principe-là, alors ça a été le sujet de beaucoup d'échanges avec les différentes personnes avec qui j'en ai parlé. Faut savoir qu'en fait, aux États-Unis, le FBI et l'USDA en fait ont fait une analyse similaire sur l'agriculture de précision, utilisant ce cadre-là du DICT. Et en fait, pour eux, ce qu'ils ont mis le plus grave et le plus dangereux pour eux, c'est aujourd'hui une manipulation des données sur la FMD. Donc Foot and Mouth Disease chez les bovins, et en fait ils ont mappé, calculé en fait si un jour quelqu'un arrivait à faire ça, ce serait quoi les conséquences pour la filière. Donc ils ont mappé ça. C'est une réalité, ce n'est pas de la fiction, et rentrer dans le système et changer des résultats, ce n'est pas, j'allais dire malheureusement, en tout cas je vais pas dire compliqué, mais c'est quelque chose qui peut se faire. La confidentialité, c'est tout simplement l'interception des données. Donc là, on parle de dossiers médicaux d'information. Toutes les données n'ont pas à être connues de tout le monde. Je pense que certains éleveurs n'ont pas envie que le concurrent à côté sache ce qui se passe dans son élevage. C'est le même principe que vous, votre dossier médical. Vous n'avez pas envie qu'il se retrouve comme ça à la disposition de tout le monde. Donc là, on va prendre les données. Alors, j'ai mis interception des données parce que là, clairement, dans les flux, quand ce que vous avez vu au premier schéma, on peut prendre les données à ce moment-là. Et la traçabilité, alors là, si l'entièreté des données sont détruites ou perdues, alors par chiffrement ou tout simplement les hackers les détruisent, il y a des filières comme tout ce qui va être la génomique, la sélection de filières sur plusieurs générations. Si demain vous leur dites, écoutez, on a tout perdu, on repart de zéro, ça peut être compliqué. Donc en fait, les risques, aujourd'hui, donc c'est ce que je vous exprimais, sont à la fois économiques, ils sont à la fois sanitaires et réputationnels dans tous les cas. Et il faut avoir compréhension, en tout cas, de ce qui peut arriver, en fait, dans ce type de situation. Alors, derrière, une fois qu'on a vu un petit peu les menaces et les risques, la question, c'était où est le niveau de maturité, grosso modo, de la filière et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, je vais dire spoiler, si j'ai fait le rapport dessus, c'est que le niveau de maturité, n'est pas au niveau par rapport à ce que je viens de vous exprimer. Et alors là, c'est pareil, j'ai utilisé un cadre en fait d'analyse qui est utilisé en IT, en cyber, donc qui est ce qu'on appelle le PPT, donc People, Process, Technology. Et moi, j'ai rajouté la réglementation. Alors, le constat, au niveau des personnes, les sujets cyber sont extrêmement peu développés. Je pense que ce n'est pas des sujets déjà qu'on adresse, en tout cas dans les écoles vétérinaires pour l'instant. Et la compréhension des enjeux. En fait, ce que je viens de vous exprimer rapidement, il faut avoir une vraie compréhension sur ça, et aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, en tout cas, qui commence à s'éveiller. Il y a des personnes qui sont déjà très engagées sur ces sujets, et ça passe par la sensibilisation. Et pour moi, aujourd'hui, c'est même plus que sensibilisation, on est clairement sur prise de conscience, en fait, que ce problème, il est là, il existe, c'est un danger, et il faut absolument l'adresser. Alors, les process... Vous avez vu un schéma simplifié, c'est une très grande complexité. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de bases de données, il y a beaucoup d'outils. Et alors, de manière générale, le processus de tout ce qui sert à transférer les données,
ils sont relativement faibles. Voilà. Il y en a qui sont sécurisés, mais ce n'est pas la majorité. Et ce qui n'aide pas, c'est l'absence d'interopérabilité. On est forcé de faire ces flux, en fait, tout simplement parce que les systèmes ne communiquent pas. Si les systèmes communiquaient de systèmes sécurisés à un autre, cette question-là, elle ne se poserait même pas. Donc aujourd'hui, alors, je sais bien que c'est plus facile à écrire qu'à faire, c'est simplifier les flux et l'interopérabilité. Et là, on est sur des sujets de gouvernance, puisqu'il faut qu'il y ait une vraie volonté de la part de tous les acteurs d'aller sur ces sujets-là. Alors la technologie, ça a été un grand sujet. Il y a de l'obsolescence technologique, tout simplement, puisqu'il y a des équipements, ça dure 10, 15 ans, et vous n'allez pas les changer parce qu'aujourd'hui, il y a de la cyber et qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas. L'investissement aujourd'hui ne se fait pas comme ça. Il y a des solutions qui ne sont pas sécurisées et pas sécurisables. C'est un fait. Il faut apprendre à gérer avec ça. Il y a une très grande disparité de niveau entre les structures. Et les seules structures aujourd'hui qui sont avancées, qui sont prêtes, c'est celles qui se sont fait attaquer, et certaines assez méchamment, avec des conséquences assez importantes. Et effectivement, c'est très instructif quand vous avez ce genre de témoignages ou des personnes qui vous racontent comment elles l'ont vécu. Et là, les budgets se sont développés, la prise de conscience a été faite, et il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup encore de structures qui ne sont même pas, j'allais dire, vraiment conscientes de ce qu'il faudrait faire. Et en fait, il y a des outils de surveillance. Alors aujourd'hui, il y en a très peu, c'est pareil. Ceux qui sont sur ces outils-là de suivi 24/24, 7 jours sur 7 de leur système, c'est ceux qui se sont fait hacker. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a quand même des choses, rien qu'avec l'hygiène de base, ce qu'on appelle l'hygiène de base en cyber, c'est les mises à jour de la protection des systèmes, de la sensibilisation, on va dire antivirus++. Déjà, avec rien que ça, normalement, on arrive à un petit peu à gérer. Et en fait, le remplacement des technologies, je pense qu'on en a parlé depuis 2 jours, avec l'arrivée de l'IoT, donc l'Internet des objets dans les élevages ou l'IA, on est en train de ramener des produits qui, normalement, nativement, doivent avoir ces couches de sécurité à l'intérieur. Et puis, il faut vraiment passer de la passivité à l'anticipation. Il ne faut pas attendre de se faire taper sur les doigts pour investir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand même, tous ces outils existent. Il n'y a pas de tout ce qui sert à protéger le secteur. On ne va pas réinventer des choses qui existent déjà et qui fonctionnent bien par ailleurs. C'est juste une question d'aller les chercher et de bien les sélectionner. Et j'ai mis un dernier axe, donc, qui est la réglementation. Alors, je sais que vous êtes un secteur qui a quand même un certain nombre de réglementations assez fortes sur certains aspects. Mais en fait, sur les réglementations de sécurité des données, vous êtes en dehors. Il y a une réglementation qui s'appelle NIS 1 qui a été sortie pour les entreprises jugées vitales pour la nation. Donc, pour vous donner ordre d'idée, c'est à peu près, on dit, entre 1000 et 1500 entreprises avant le Covid et qui sont dessus. Et le RGPD, il est entre deux, puisque dès lors qu'on ne parle que de l'animal et que c'est que la donnée de l'animal, ce n'est pas une personne en droit, c'est un objet. Donc, le RGPD ne s'applique pas, il va s'appliquer dès lors que vous êtes capable de vous le rattacher à l'éleveur. Donc vous avez ces biais, et puis la propriété de la donnée, cette notion-là est quand même faiblement maîtrisée, la contractualisation notamment. Vous n'avez pas de mécanisme très fort comparé à d'autres industries. Alors là, ce qui se passe, 2025, on est dedans, donc il y a NIS 2. Alors NIS 2, si vous ne connaissez pas, un petit coup de Google, mais en fait, NIS 2, c'est post-Covid. L'Europe s'est rendue compte qu'en fait, ce qui était vital aux nations, c'était beaucoup plus large que ce qu'ils pensaient. Et donc, en fait, cette nouvelle réglementation, ce n'est plus ce qui a été mis organismes vitaux donc sur la première version, ils ont étendu. Aujourd'hui, on estime à peu près entre 15 000 et 18 000 entreprises qui vont être concernées. Donc, c'est plus du tout la même échelle. Et il y a aussi le Data Act, et il y a beaucoup de choses qui est fait aussi sur la propriété des données, l'IA Act, etc., qui sont en cours. Il faut bien comprendre que NIS 2, je vais reprendre tout à l'heure, je vous ai expliqué les attaques par supply. En fait, c'est ce qu'on veut corriger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit NIS 1, ceux qui sont vraiment, alors, pas se cacher, il y a toutes les boîtes du 440 qui étaient dans NIS 1, c'est ce type de structure. Elles sont prêtes, voilà, elles gèrent leurs attaques, mais ça va. L'idée de NIS 2, c'est d'éduquer par le ruissellement, c'est-à-dire ces attaques par le maillon faible qui va réussir à faire pénétrer dans une société qui, elle, était prête, on n'en veut plus. Donc, en fait, les entreprises vont être responsables de leurs fournisseurs. Donc, typiquement, dans votre business, l'agroalimentaire, aujourd'hui, c'est qu'ils sont NIS 2, ils attendent juste de connaître le niveau d'importance dans lequel ils sont. Et en fait, ils vont redescendre la chaîne. Et qui est en dessous de la chaîne? Et ils vont dire, en fait, toutes les données qui rentrent, qui me les produit, qui me donne ma matière, et eux doivent être sécurisés. Donc, en fait, il y a le côté de la loi et il va y avoir le côté du marché, puisque si votre compétiteur, lui, est prêt, mais que vous ne l'êtes pas, eh bien, il y a un choix à un moment donné qui va devoir se faire sur ces parties-là. Donc, c'est un peu une mise en conformité à marche forcée.
Donc la conclusion, alors moi aujourd'hui, pourquoi en tout cas ce dont je voudrais vous convaincre en fait, c'est contrairement à ce que parfois on peut penser, toutes ces données-là aujourd'hui qui servent aux gestions de l'élevage, en fait, elles ont beaucoup de valeurs différentes pour différentes raisons. Et en fait, ce sont des cibles. Il ne faut pas penser que personne ne va s'intéresser à ces données, c'est faux. Il y a des risques et des menaces, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, qui sont chacune différentes selon l'angle qu'on regarde, la position où on est ou l'acteur dont on parle. Et en fait, la seule manière de tous vous préserver, c'est l'écosystème. C'est-à-dire, vous pouvez vous regarder, vous, en tant qu'individu, dans votre propre structure et dire « moi, j'agis, c'est déjà bien ». Mais il y a une vraie réflexion par corpus de métier pour dire « voilà, l'écosystème, on doit bouger ensemble parce que c'est comme ça que ça va fonctionner ». Sinon, les plus faibles continueront à se faire attaquer et ça va continuer, en fait, sur ces systèmes-là. Alors la phrase que j'aimerais aussi que vous gardiez, c'est la cyber, c'est l'investissement qui va garantir tous les autres. Aujourd'hui, on a vu depuis 2 jours des magnifiques outils, des magnifiques options, on développe. Si vous faites tous ces investissements demain dans vos structures ou peu importe votre métier, et qu'en fait vous vous faites hacker, et voilà, parfois c'est très compliqué, votre investissement, il sera perdu. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment voir ça comme un investissement et pas un coût, en fait, pour la survie des structures. Et alors, je sais que normalement, c'est à vous de me poser des questions. Mais moi, du coup, voilà, sur cette avant-dernière conférence de la journée, j'aimerais qu'en rentrant ce soir ou dans le métro, vous posiez la question pour vous-même et vous dites, et moi, en fait, dans la structure dans laquelle je suis, dans la structure que je dirige ou dans l'entreprise à laquelle j'appartiens, qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Et est-ce que vous êtes capable de savoir où sont stockées vos données? Qui les sécurise? Combien vous avez de sauvegardes? Où sont ces sauvegardes? Qui a le droit dessus ou pas? Qui a le droit de la revendre aussi? Ça, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, de vous éveiller un petit peu à ce sujet. Et voilà, donc à vous de me poser des questions.